Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Jerry, dans la poubelle un peu plus tard, on aura une poubelle dans le Prime et le Live pour finir, parce qu'on va lancer le week-end avec l'aubergiste, mais après, on aura un genre de petit bout de poubelle, puis peut-être un mélange même avec ta boîte à PIDS, parce que tu as toujours plein d'affaires à raconter. Mais parlant de PIDS, je prends mon spécialiste de PIDS et je vais te parler de la nouvelle folie d'une vieille pizza qui n'existe pas depuis hier, mais qui est comme devenue la référence de pizza aux États-Unis. On parle toujours de la pizza new-yorkaise ou de la pizza de Chicago, mais il y a une nouvelle ville qui rentre dans patente, avec une pizza qui date des années 40, 50, mais qui, là, est en train de faire triper un paquet de monde. Et le concept de cuisson et tout est complètement différent. Je t'en parle un peu plus tard. Toi, tu vas adorer. J'ai pensé à toi hier. Je me suis dit, j'ai envoyé-tu hier? J'ai dit, non, on va y en parler direct sur Radio Pirate. C'est le genre de patente que tu vas aimer. Et que le monde va aimer parce qu'on est de plus en plus tout le monde des foodies. Bon, hey, aujourd'hui, my God, aujourd'hui, 6 heures, OK? 6 heures ce soir, Eastern Time, donc c'est notre heure à nous autres, 6 heures ce soir, sur X et également sur le site web de Tucker Carlson, il y aura l'entrevue. Donc, en fait, on me dit que si je regarde l'annonce qui a été mise sur l'Instagram de Tucker Carlson, je vous dirais que si vous voulez l'avoir à 6 heures, j'ai l'impression que l'exclusivité pour cette heure-là, c'est sur tuckercarlson.com. Donc, si vous voulez avoir l'entrevue de Poutine avec Tucker Carlson, je pense que c'est sur tuckercarlson.com. C'est sûr que ça va être sur X aussi. C'est sûr qu'il l'a dit, il a parlé. C'est sûr qu'il y aura cette entrevue-là. Mais si vous voulez l'avoir à 6 heures, j'ai l'impression que Tucker Carlson va avoir la pub qui est reliée à son événement. Donc, il va le mettre exclusivement sur son site web. Le comportement d'à peu près tout le monde sur cette entrevue-là est, écoute, c'est une disgrâce totale. Sérieux, c'est une disgrâce totale. Se faire la leçon, que Tucker Carlson se fasse faire la leçon par nos petits journalistes de 50 cents à Montréal, c'est très, très, très drôle. Là. Des gens qui... Je sais que Tucker Carlson n'est pas un journaliste, OK? C'est un gars qui étudie en politique. Il ne se considère pas comme un journaliste. Pour moi, c'est très important parce que un journaliste, c'est de la rapace. Un journaliste, ce n'est pas là pour vous informer, c'est pas là pour vous amener des choses pour réfléchir, c'est pas là pour vous amener un bout de vérité. Ils sont là parce que ce sont des activistes. C'est les hosties fatigants et fatigantes qu'il y avait dans locaux des journaux étudiants au cégep ou encore à Polyvalente, des gauchistes, du monde qui veulent vous imposer leur monde, leur vision, puis même s'ils ne sont pas chroniqueurs, même s'ils ne sont pas éditorialistes, même s'ils sont simplement des journalistes. Vous allez voir que dans l'article, ils vont toujours amener l'orientation de ce qu'ils veulent vous donner comme info. Ils vont aller voir tel spécialiste, ils vont aller voir tel prof, ils vont aller voir... Ils ont une manière de faire, ils ont une recette qui est tellement facile à voir et tellement prévisible, mais on le sait, là, ces gens-là, ils... Regardez juste sur le fait que Tucker Carlson était en Russie. Je sais pas, il y a un fond de jalousie, c'est un comportement enfantin. Tout le monde peut se réjouir de ça. OK? Tout le monde peut se réjouir de ça. Est-ce que Poutine est un gars parfait? Est-ce que c'est un gars qui prend tous les moyens pour garder sa cote d'amour avec le peuple russe? Est-ce que les Russes l'adorent? Moi, je pense que oui. Mais est-ce que pour ça, il contrôle d'une certaine manière comment les médias, ça se passe? Est-ce qu'il essaie d'éliminer l'opposition? Je veux dire de quoi? Je veux dire, si vous faites la leçon sur les médias, l'opposition, le traitement de ceux qui sont alentour du pouvoir, puis que si vous me faites cette leçon-là, on s'entendra pas bien, là. OK? Surtout moi, là. Surtout moi. Si vous me dites qu'il y a juste en Russie que le pouvoir décide de qui a le droit de parler et le droit de s'exprimer, puis que nous, on est chanceux parce qu'on peut le faire,
Mais là, il vous manque un bout de l'histoire. Là. OK? Il vous manque un bon bout de l'histoire. Mais je ne veux pas tomber là-dedans. Je dirais que c'est quasiment en tant que tel un podcast de 1 heure de jaser de ça. Mais ce que je remarque, énormément de jalousie. Parce qu'il va pouvoir être là. On n'a pas d'idée de ce qui va se passer. Mais déjà, la gauche a décidé que ça allait être une entrevue complaisante, que Tucker Carlson était un fan fini de Poutine, que Tucker Carlson allait être là pour servir le régime, qu'on devrait quasiment l'arrêter en partant de là, parce que les genres de non-élus européens, là, de je sais pas trop quoi, la Commission européenne de quelque chose, disent si jamais il passe par l'Europe, il faut l'arrêter pour genre complice de crimes de guerre. Tu sais, de la folie pure. Est-ce que t'aimerais-tu écouter une coupe de cote là-dessus, vu que tu parles de ça? Ben oui. Écoutons hier Michel Jean. Tu sais, tu connais Michel Jean qui est à TVA? Oui, le gars qui fait des quick là. Des quick oui, il commence en disant quick je pense, son émission. Là, je pense qu'il y a des origines peut-être lointaines. Je sais surtout qu'il est plate en sacrament. Ouais, ben tu vas le voir là-dessus. Écoute, j'ai pas pu y donner plus de rythme que ça, mais il mange beaucoup. C'est incroyable, lui. Il mange beaucoup ses mots, et là, évidemment, il a parlé de Tucker Carlson en Russie. On l'écoute. Oui. Tucker Carlson, animateur, vedette de droite, qui était la grande vedette de Fox News, qui l'ont mis dehors d'ailleurs, à cause des faussetés qu'il répandait, mais qui continue sa carrière, très proche de Donald Trump. Il est chaud d'ail, lui? Je sais pas. Je pense que c'est son débit normal. Il mange beaucoup ses mots, mais écoute, non. OK, tu penses j'ai déjà entendu que c'était pas de même, là. Ouais, là, il a l'air d'un gars qui est allé manger quelque part. Là. Il a l'air d'un gars qui est allé manger à 11h30 et sorti de là à 3h. Là. Ah, OK. Il y avait un petit dîner. Je sais pas, ça sonne de même. Là. Je sais pas. C'est un gars qui a déjà été arrêté. Ah, OK. Je savais pas. Je pense que oui. Fouille-moi ça. Oui. Jerry, je pense qu'il a déjà été arrêté pour une genre de ballon. Ah, je savais pas ça. Mais il n'a pas l'air en shape, sérieux. Là. Excusez-moi, on va le rejouer au complet, mais... Quand t'as mais j'ai pris genre le son de patate de même, peut-être chaud. J'ai pris le son tel quel. Là. J'ai pas manipulé. Là. Allons-y. Tucker Carlson, animateur, vedette de droite, qui était la grande vedette de Fox News, qui l'ont mis dehors d'ailleurs, à cause des faussetés qu'il répandait, mais qui continue sa carrière, très proche de Donald Trump et de la branche MAGA des Républicains, qui est en Russie pour interviewer nul autre que Vladimir Poutine. Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand, avec moi pour tenter de le comprendre. Est-ce que Vladimir Poutine, qui est un dictateur tout-puissant, chef d'un système mafieux, va accepter de se faire contredire et coincer par un journaliste sur son territoire? On peut y croire, là, mais franchement, j'ai pas trop d'espoir. Un journaliste peut-être, Tucker Carlson, on a le droit d'être sceptique. Mais il a plaidé coupable pour alcool au volant, Michel Jean. OK. Wow. En tout cas, il a l'air chaud d'ail là-dessus. Ouais. Je sais pas, j'écoute pas régulièrement. Tu me dis que ça ressemble à son ton habituel. Mais c'est un gars qui était à Radcan avant. À Radcan, il n'aurait jamais enduré quelqu'un qui... Et pourquoi... Expliquez-moi pourquoi, quand il parle de Chantal Hébert, ils ne le disent jamais Chantal Hébert, une chroniqueuse de gauche. Ouais. Pourquoi à chaque fois que quelqu'un est de droite, il faut le dire? Ça, c'est le premier bout que je comprends pas. Okay. S'il disait juste de droite, ce serait correct. Mais c'est toujours de l'extrême droite. Mais dans ce cas-ci, il a dit de droite. Il n'a pas dit extrême droite. Il a pas dit... Les autres disent extrême droite. Mais lui, il n'a pas dit extrême droite, il a dit de droite. Mais je ne sais pas pourquoi, quand c'est l'autre gang, il faut toujours le préciser. Il faut toujours dire... Ça prend une étiquette. Ça prend une étiquette. Ça prend une étiquette, absolument. Les autres, c'est comme... Non, il n'y a pas d'étiquette parce que les autres sont bons puis c'est gracieux. Tandis que Fox News, le chroniqueur de l'Omidor... il a dit des faussetés, là. Hey! Puis en fait, quand rencontrer un dictateur, quelqu'un qui n'est pas fin, on ne devrait pas faire ça. Un journaliste, oui, mais Tucker Carlson... Mais Gavin Newsom, le gouverneur de Californie qui a rencontré Xi au mois d'octobre, peux-tu lui aller le rencontrer, M. Xi? Le président chinois, oui, peux-tu? Xi, le gouvernement chinois, ils ont des esclaves là, dans le pays. Là. Ben oui. Ah non. Ils ont des esclaves musulmans. Là.
Et pourquoi tout le monde... qui font travailler de force dans des champs de coton. Là. Et pourquoi les médias embrassaient la Russie, le lien entre Obama, Poutine, l'ouverture, le prix Nobel le prix Nobel, the Man of the Year. The Man of the Year. 2007. Oui. Time Magazine. Man of the Year. Poutine. Qu'est-ce qui est arrivé depuis quelque temps? Il est arrivé une guerre. OK, on va comprendre peut-être un peu plus. Est-ce qu'on est content qu'il y ait une guerre? Personne, en tout cas, dans notre gang, nous autres, on n'aime pas les guerres. OK? Et on n'aime pas les... Mais peut-être qu'on va apprendre de quoi, parce qu'on s'en doute un peu pourquoi il est parti en guerre. Oui, il y a un bout où il veut un territoire qu'il pense qu'il est à lui. Puis l'autre bout, c'est qu'il voit que les Américains essayent d'aller y mettre une base à quelques kilomètres de chez eux pour aller le surveiller, puis il n'en veut pas. Puis Trump avait dit, gars, écoute-toi pas, on le fera pas, ce bout-là. Biden est arrivé avec sa gang. Biden ne gère pas grand-chose. Il y a probablement du monde en arrière de lui qui gère. Puis ils ont dit, regarde, pendant qu'on a un bonhomme qui dort, puis qui fait des pout-pout dans ses shorts, on va aller s'installer du côté de l'Ukraine, on va aller mettre une base de l'OTAN là, puis on va aller surveiller les Russes. Tout pour courir après la marde, OK? Donc, c'est tout de la faute à Poutine, veut dire, on veut... Et là, t'as peu, là. Ensuite, on dit, ça va être un genre d'entrevue où ce que le gars de la droite, là, l'ancien de Fox News, qui a été... il s'en va là-bas pour faire une entrevue complaisante, puis il s'en va là-bas pour donner un micro et permettre à Poutine de nous raconter ses mensonges, etc., etc. OK, parfait. Chris, vous faites quoi, vous autres, avec Zelensky? Qu'est-ce que les médias font avec Zelensky depuis le début de cette guerre-là? C'est exactement ça. Zelensky n'est jamais challengé. Mais non. Il n'est jamais challengé. Ça demande de l'argent, ça demande des milliards, ça demande des milliards. On a même utilisé les problèmes aux États-Unis de l'immigration puis de ce qui se passe au Texas puis tout le long de la frontière où il se passe des drames humains épouvantables, où on va remonter à peu près 2 millions, près de 3 millions de personnes qui vont rentrer là. Puis on utilise cette crise-là pour avoir du financement, pour aider cette crise-là, mais finalement, les milliards qui sont supposément dirigés vers la crise aux frontières, c'est pour donner à l'Ukraine. Si tu veux de l'argent pour la frontière, tu dois dire oui aux 60 milliards de plus qu'on a à donner à l'Ukraine. Il y a des menaces de même qui se font. Puis, on ne sait pas trop où l'argent s'en va. On a vu qu'il y a des hauts fonctionnaires, on a vu qu'il y a des élus, on a vu qu'il y a des gens qui se payent des parties avec l'argent qu'on leur donne. C'est un des pays les plus corrompus au monde. OK? C'est un des pays où... C'est un pays de corruption, c'est un pays de vol, c'est un pays de voyous, l'Ukraine, là. Des estis de voyous, là. Tout ce qui se passe sur le web, là, qui n'est pas douette, ça vient de l'Ukraine, là. Oh oui, il y en a un peu de la Corée du Nord, oui, il y en a un peu de la Chine, oui, il y en a un peu de la Russie, mais le foyer de toute la merde qu'on a, là, c'est pas mal l'Ukraine, là. Puis les grands défenseurs de la culture, la musique, elle partait de l'Ukraine, là. La musique volée, elle partait de l'Ukraine. Oui. Toutes les IPTV que vous avez avec les serveurs sont pas mal souvent en Ukraine, là. C'est pas vos amis, l'Ukraine, c'est des crosseurs, là. C'est des gens qui... C'est des gens qui étaient tellement menés par des gens corrompus et des fraudeurs que même à un moment donné, le peuple s'est fâché. Les quelques-uns qui étaient debout, ou encore l'autre gang de crosseurs qui voulait tasser cette gang-là, sont rentrés dans le Parlement, ils ont pris les élus, ils ont pris le chaise, ils ont pris le bois, ils ont pris l'élu, incluant le gars, là. Puis ils sont crissés d'un conteneur. Ah oui. Je me rappelle de ça. OK, c'est un pays de marde, là. C'est un pays de marde. Puis le gars n'est pas sûr, là. La bonne femme voyage, elle magasine, la vie est belle, les spectacles de U2, la grosse vie, on s'en va au Grammy ou je sais pas trop quoi. Non, Chris, le gars, il est en guerre? Et les milliards rentrent comme ça se peut pas, financés à tour de bras par l'Amérique, financés à tour de bras par des pays européens, financés à tour de bras par le Canada. Le Canada n'a pas une scène là-dedans, pas de scène. On n'est pas capable de loger notre monde. Mais on a des milliards pour l'Ukraine. À chaque fois que Poilievre parle à Trudeau d'un sujet qui touche les Canadiens, Trudeau répond toujours en chambre une réponse sur l'Ukraine. À tous les jours.
Il y a c'est un genre de plan de match. Je ne sais pas c'est quoi son esti d'idée. Il essaie de fâcher les Ukrainiens de la Saskatchewan puis de l'Alberta contre le Parti conservateur. Mais je veux dire, c'est complètement enfantin, son affaire, là. Mais on n'a pas la vérité, c'est qu'on n'a pas le moyen d'envoyer cet argent-là. On est endetté par-dessus la tête. On leur a envoyé des armes, on leur a envoyé... Écoute, il y a une entreprise à Saint-Augustin qui fait des balles. Ils ont été obligés de grossir l'usine. Jamais ils ont fait autant de munitions de leur vie. C'est pour nous autres? Ben non, c'est pour l'Ukraine. On envoie ça en Ukraine. Ça, c'est notre moyen de contribuer. Donc, on dépense. Et là, ben ce gars-là, tu sais, moi, on n'aime pas, c'est sûr qu'on peut juger pas mal plus l'envahisseur que celui qui est envahi, je comprends ça. Sauf que de commencer à dire il y a un bon et un mauvais, à un peu, 3 minutes, là. 3 minutes, pas de même que ça marche, là. Avant la guerre, l'Ukraine n'avait pas beaucoup de cœur pour les Russes du côté Est, là. Ça brassait pas mal, là. Et là, ben, il y a un gars qui s'en va voir Poutine. Attendons de voir. Si jamais l'entrevue est complaisante, puis si jamais on a l'impression que c'est un publi-reportage, on le dira. Mais je veux dire, il n'y a personne qui a vu l'entrevue. Et ils sont là, puis ben Tucker Carlson, puis là, même Hillary Clinton. Tucker Carlson, c'est un idiot, c'est un cave, puis c'est... Hier, Hillary Clinton. Hillary Clinton, come on. Tu l'entends? Oui, tu l'as? Oui. OK, parfait. À droite complètement. OK. Tucker Carlson is in Moscow right now interviewing Vladimir Putin. Right. The first American, I'll say, journalist to interview Putin since the war in Ukraine began. What does that tell you about Tucker Carlson and right-wing media and also Vladimir Putin? Well, it shows me what I think we've all known. He's what's called a useful idiot. I mean, if you actually read translations of what's being said on Russian media, they make fun of him. I mean, he's like a puppy dog. You know, he somehow has, after having been fired from so many outlets in the United States, I would not be surprised if he emerges with a contract with a Russian outlet because he is a useful idiot. He says things that are not true. He parrots Vladimir Putin's pack of lies about Ukraine. So I don't see why Putin wouldn't give him an interview because through him, he can, continue to lie about what his, objectives are in Ukraine and what he expects to see happen. It's really quite sad that not just somebody like Tucker Carlson, who has, as I said, been fired so many times because he seems unable to, correlate his reporting with the truth, but also because it's a sign that there are people in this country right now who are like a fifth column for Vladimir Putin. And why? I don't know. C'est drôle, hein, parce qu'à l'ouverture du Prime, pour les gens qui y étaient, j'ai fait le lien avec ça. Ça n'a aucun rapport que quelqu'un se fasse mettre dehors. C'est par rapport à ce qu'eux autres disent. « Oh, c'est un idiot. Ah, c'est un menteur. » Non. C'est la raison pourquoi maintenant, aujourd'hui, les gens se font mettre dehors dans les radios parler, c'est parce qu'ils brassent. Parce qu'ils brassent des choses que la swamp ou certains dirigeants ont peur de faire face, que ce soit l'entreprise en tant que telle qui l'engage, pour des répercussions en bourse, pour des choses qu'on leur promet sur un autre projet quelconque. Ouais, ben on va te donner telle affaire, mais par contre, Tucker Carlson commence à nous déranger pas mal. On aimerait ça que tu le tasses. Quand tu vas le tasser, on va te donner telle affaire. On sait comment ça marche. On sait comment ça se passe. On l'a vu pendant la COVID. On le voyait bien avant. C'est de plus en plus clair comment ça se passe. Anyway, vous savez bien que Tucker Carlson n'a pas perdu sa job parce qu'il était immensément populaire. C'était celui qui était le plus écouté de toute... Vous preniez ses codes d'écoute sur Fox. Vous combiniez les codes d'écoute de CNN, de MSNBC et de d'autres sources de nouvelles à cette heure-là. Et Tucker Carlson les mangeait x3, OK? C'était un gars qui était dominant. Comment ça qu'il était dominant même? Parce qu'il ne faisait que mentir. Ben, sacrément, je veux dire, si lui est dehors parce qu'il ment, je veux dire, on peut prendre Rachel Maddow, on peut prendre un paquet de monde partout à CNN, on peut mettre Aaron Burnett, on peut prendre un paquet de gens dans les médias au Québec, on peut les mettre dehors. Parce qu'en tant que menteur, j'ai pas l'impression que Tucker Carlson est le seul menteur dans le domaine des médias. S'il l'est, probablement qu'au moment donné, c'est arrivé. Mais je peux vous garantir une chose. Je peux vous sortir une liste énorme de tout ce que les médias nous ont fait à croire et sur quoi ils nous ont menti au cours des dernières années. Donc, ils n'ont pas de leçon à faire. Mais c'est très, très bizarre de voir qu'on est en train de parler de quelque chose qui
peut juste nous informer, que Poutine veut nous passer des messages. Vous pensez pas que c'est ce que Trudeau fait quand il y a une entrevue? Vous pensez pas que c'est ce que Poilievre fait quand tu veux nous passer une entrevue? Vous pensez pas que c'est la même chose que le président américain Biden fait quand il nous parle devant la caméra? C'est toute la même affaire. Ils veulent nous vendre une genre de patente, puis ils veulent nous vendre leurs idées. Mais il va faire la même chose. Le gars va faire exactement la même affaire que tous les autres politiciens font. La même chose que Vladimir Zelensky fait depuis le début de cette guerre-là pour avoir nos milliards et les milliards américains. Il va embellir sa situation, il va l'empirer pour avoir de la pitié. Il va essayer de manipuler l'opinion publique pour avoir les gens de son bord et avoir l'argent qui va avec. C'est la même chose que Poutine va faire, là. Ouais, mais toi, Jeff, tu n'es pas analyste international à Radio-Canada. Non, je ne suis pas. Parce que Michel Brousseau, qui est à Radio-Canada, qui est l'analyste international, c'est un gars qui est au devoir aussi, lui, il n'a pas la même vision que toi. Pour lui, c'est un coup de publicité. OK. On l'écoute. Et pour être sûr que cette interview sera très regardée. Alors, c'est un coup publicitaire pour les deux, pour Carlson en quête d'une audience qui a quand même baissé depuis qu'il n'est plus à Fox News, et Poutine qui peut s'adresser, je dirais, directement, sans filtre, à un auditoire américain. Non, premièrement, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai, là. Non, Tucker Carlson est encore plus puissant sur X qu'il n'a jamais été sur Fox. Là. Oui, les chiffres sont là, sont disponibles, là, OK? Je veux dire, ça, arrêtez ça tout de suite. Là. Il y a une clientèle qui ne regarde pas Fox. C'est Fox, CNN, toutes ces patentes-là, c'est des postes de télévision de nouvelles pour les vieux. Là. C'est pas la jeunesse de 30 ans, les gens de 20 ans, les gens même de 40 ans n'étaient pas sur Fox. Ils ne sont pas sur CNN non plus, mais ils sont sur X ou sur d'autres réseaux. Et je vous dis une affaire, Tucker Carlson est très, très, très populaire. Les chiffres sont extraordinaires. C'est 98 millions qui ont vu son annonce de son entrevue avec les chiffres à Fox, où il était hyper dominant, c'est 3,5 millions. Là. Par soir, en moyenne, c'est 3,5 millions. Donc, mettons que vous dites, je ne crois pas les chiffres de X. OK, parfait. Mon feeling, c'est quand même plus que 3,5 millions. Là. Si vous ne croyez pas 98 millions, c'est probablement plus que ça. Puis l'autre, coup de publicité. Coup de publicité. Tout le monde essaie de faire des coups de publicité. Pensez toujours bien pas que, je sais pas, moi... Mais tout le monde essaie de survivre par quelque chose qui a de l'impact, puis qui a de l'écoute, puis qui a de la lecture. Depuis quand que c'est pas ça? Tu veux te démarquer des autres, là? C'est normal aussi. Si c'est pas ça, c'est la raison pourquoi ils ferment tout. Ils n'ont pas compris que la base, c'est ça, là. Il faut que tu aies des événements qui attirent l'attention. Qui aurait refusé Poutine? CNN? Le New York Times? Personne n'aurait... Si Poutine appelle ces gens-là et dit « Hey, j'ai envie de vous jaser des affaires. C'est toi que j'ai choisi. » Ouais. Tout le monde dit non. Ben voyons donc, je vais le faire. Ils vont dire oui. Madeleine, l'été dernier, Tucker Carlson avait interviewé, qui ça? Le premier ministre hongrois Viktor Orban, ami de Poutine, mouton noir de l'Europe. Orban, à qui il avait, pendant une demi-heure, servi la soupe, comme on dit, sans poser une seule question gênante. Et à un certain moment, dans l'entrevue que je suis allé réécouter, les deux, l'intervieweur et l'interviewé, disaient à l'unisson « Ce serait génial si Trump était à nouveau président. » Ben là... oui. OK, wow, what a shock. Tucker Carlson souhaite que Trump soit président américain, puis le boss de la Hongrie aussi. Mon Dieu, je vais tomber en bas de ma chaise. Wow, quelle surprise. Il était à l'unisson. Ben, il n'y a aucun journaliste qui souhaite que Trump ne soit pas réélu. Là. Ça, c'est sûr que non, ça n'existe pas. À l'unisson, des panels à RDI souhaitent que Trump ne soit pas réélu. Ah non, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, ce soir, 18h, écoutez bien, là, peut-être qu'on va se faire embobiner. Là. Peut-être que le gars, il y a un plan de match, on va dire après, ouais. On sait pas. Mais on peut pas perdre. D'entendre, de discuter, de comprendre, de voir. On peut pas juste entendre Zelensky qui me tombe ses nerfs en passant. Là. On peut pas juste en entendre juste un. Là. On doit entendre l'autre, surtout si l'autre a besoin de nous dire. C'est sûr qu'il va...
C'est sûr qu'il va nous vendre sa salade, joie le vert. C'est sûr qu'il nous dira pas « Ouais, j'aurais pas dû rentrer là, j'ai pogné les nerfs un peu, j'étais tanné. Ouais, j'aurais peut-être dû attendre, j'aurais peut-être dû être plus gentil. » C'est sûr qu'il vous dira pas ça, là. M'excuse! Ben oui. Il n'y a personne qui s'est excusé de l'invasion en Irak en passant, là. Il n'y a personne qui a osé dire « Ouais, on s'est fait fourrer par l'Intel, puis finalement, il n'y en avait pas d'armes de destruction massive, puis on s'est fourré, puis on est arrivé là, puis on est allé, on a tué du monde, puis on a peut-être scrappé bien les affaires pour absolument rien, puis en plus, il y a beaucoup de nos soldats qui en sont morts. » Personne s'est excusé de ça. Personne. Donc voilà. Hey, Gilles Parent va suivre dans quelques instants, ici même sur Radio Pirate. C'est un... En bon québécois, c'est un fucking gros jeudi. Là. Pirater, c'est légal. No commercials, no limits. Radio Pirate. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Gilles Parent, par où on commence? Bon matin, Québec. Comment on commence par quoi? Le plus frais, mettons? Pour moi, en tout cas, parce que j'arrive avec la je parlais de Tucker Carlson. Tu vois ça comment, toi, comme gars de médias qui aime les coups d'éclat, comme on dirait. Tu es un gars qui aime les coups d'éclat. Là. Oui. Bien, j'ai aimé ton point sur qui sort la tête de l'eau, c'est-à-dire, tu sais, prends la population mondiale, là, puis mettons que 6 pieds 3 jusqu'à 5 pieds 1 ou 4 pieds, tu sais, quand tu veux sortir la tête, tu veux te faire remarquer. Faut que tu fasses quelque chose qui te fait remarquer. Soit que tu es un excellent peintre, soit que tu es un chanteur exceptionnel, soit que tu es un animateur qui brasse, soit quand tu veux. Dans le fond, tu fais, quand tu vas dans le public, peu importe c'est qui, là, tu fais quelque chose qui, à tes yeux, à tes oreilles, doit être entendu ou vu, tu t'organises pour. Donc, oui, qu'on appelle ça du marketing, peu importe comment on appelle ça, ça c'est le premier point. C'est-à-dire que Carson, il est sur X, il y a du monde qui l'écoute, il s'est dit, je vais m'essayer, puis finalement, il y a une entrevue. C'est un très bon coup de marketing, oui, mais c'est pas juste un coup de marketing. Lui, il parle, il rencontre du monde. Il s'attend pas non plus à régler la guerre en faisant une entrevue. C'est pas ça. Ça dépend c'est quoi les attentes. Fait que ça, c'est le premier point, je te dirais, qui m'est venu en tête en regardant, en sachant cet élément-là, en t'écoutant tantôt aussi. Puis l'autre élément, je vais être plate, là, mais tu sais, le côté menteur, quand on dit c'est un menteur, l'autre c'est un menteur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mensonges, mais il ne faut juste pas oublier une chose. Je vais te présenter, Jeff, une situation qu'on a vécue ici au Québec. Une campagne électorale complète qui s'est faite avec un parti qui a été élu majoritairement, où l'élément premier était « on va faire un troisième lien ». Je reviens encore à Christy. Ça commence dans l'histoire des mensonges, on va pas finir. Au bout de la ligne, peu importe comment on enrobe ça, avec du papier cellophane, un papier de Noël, n'importe quoi, quand on dit « il n'y en aura pas », puis qu'on nous donne une raison, bullshit, laisse faire la raison, vous ne voulez plus le faire. Le tramway, ils font plus. Peu importe les raisons, il y a des mensonges là-dedans, tu les additionnes. Fait que c'est pas juste dans les pays sous-développés, autocratiques. Tu comprends, Jeff? Très bien. Ça correspond exactement à ce que tu disais, mais il ne faut jamais oublier que quand on traite tout le monde de menteurs, surtout les politiciens ou les gens d'affaires ou les entreprises qui nous avaient dit « ça va bien, on va toutes vous garder, finalement, la moitié se font mettre dehors », tu sais, tout ça, derrière ça, il y a quand même des mensonges qui sont faits par des gens élus dans des pays démocratiques, extraordinaires. Mais finalement, on commence à comprendre que si tu es un ou une bonne personne capable de bien embobiner le monde ou de bien emballer ça, ça peut passer pour quelque chose qui est pas nécessairement un mensonge si grave. Est-ce que c'est vraiment un mensonge? Ça, c'est une autre affaire, c'est de la perception. Puis la perception dans le monde public, Jeff. Est-ce que c'est le seul politicien qui va arriver là-bas qui a un but de nous convaincre que qu'est-ce qu'il fait, c'est bon? Ben, ça, c'est pas mal le lot de tout le monde. Tu sais, le gars, en 2007, c'est le champion. Le Time Magazine, il donne Man of the Year. Là, tout le monde l'aime. Il voit, de temps en temps, il est dans des soupers avec Obama. Il se croise, il y a des photos. Ah, c'est tellement le fun. Les États-Unis, la Russie, ça, des amis, etc. Là, on il arrive de quoi, là, tout tombe. Mais par après, la bullshit de politiciens pour avoir l'opinion publique puis avoir le monde de leur bord, ça se passe partout, ça boule, là. Et excuse-moi, mais moi, je me rappelle pas, tu sais, comme je te dis, dans ma petite personne, dans mon petit monde d'intérêt, j'ai étudié en sciences politiques, puis j'ai étudié en 79-80. On comprend que ça fait 40 ans. Là. Je me rappelle pas d'avoir vu
autant de retournements, de mensonges, de changements, de décisions douteuses que la CAQ depuis un an. Sincèrement, là, je me rappelle, il y a eu plein d'affaires, il y a eu des référendums. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'événements politiques, c'est pas ça mon point. Des retournements, des changements de cap, des décisions douteuses. Tu sais, ce qu'on a dans notre cours, c'est sûr qu'il n'y a pas d'effusion de sang, c'est sûr qu'il n'y a pas des bombes qui tombent, mais je parle juste sur le principe de dire des choses, les dédire, d'envoyer des messages, ne pas les respecter. Jeff, on n'a pas grand-chose à donner comme exemple parfait chez nous depuis un an. Sincèrement, là, Legault, c'est... Je te le dis, ça va être étudié, là, je te le dis. Moi, je vais être mort, puis il va encore étudier ça en disant... On a eu de la bullshit de politiciens, tu veux dire. C'est épouvantable. L'après, Jean Talon, là, ça a marqué comme jamais. Puis on en a parlé trop de fois, mais il ne faut jamais oublier ça avant de donner des leçons à tout le monde dans le monde sur la façon de se comporter, les objectifs d'entretien, tout ça. Non, arrêtez, là. Au lendemain, puis je ne suis pas toujours d'accord avec Richard Martineau, mais je voyais une ligne, je vais lui donner à lui. C'est pas une ligne, c'est une ligne qu'on a probablement dite 15 fois, mais il parle aujourd'hui de Legault et son comportement. Puis il dit, au lendemain de Jean Talon, un peu ce qu'on a dit, puis bien des gens ont dit, tu dis c'est une partielle, puis bon, il y a un message. Comme c'est arrivé tout le temps, Jeff, tout le temps. Lui, il a pris à mort aux dents, on ramène le troisième lien, on refait ci, on fait... C'est inexplicable, tu comprends? Fait que ça, on en a assez parlé, je ne veux pas brasser ça, mais moi, c'est tout le temps mon back to basic un peu fatigant, là. Mais c'est parce que si on ne sait pas d'où on vient, puis si on ne sait pas ce qu'on a fait avant, puis j'ai l'impression qu'on joue tout le temps dans le même film, de toute façon. Non, on n'apprend pas. C'est ça. Oui, c'est ça. Faut se rappeler. Ah, mais c'est pas il y a 20 ans, Jeff, c'est avec ça que je veux dire. C'est dans la dernière année, là. Ah oui, je sais. Parce que quand moi, je vous parle, mettons, de 76, l'élection de René Lévesque, bien le fun. Il y a bien des gens qui étaient... évidemment, qui n'étaient pas là, qui n'avaient pas d'intérêt, ils ne savent pas. Mais je veux dire, on n'a pas besoin d'aller là. C'est ça, je veux dire, on n'a pas besoin d'aller loin. Là. On est capable de garder... on peut rester bien proche. Oui, on n'a pas de leçon à faire à personne. Même au loin. Tu sais, il y a toujours... Là, dans la société d'aujourd'hui, c'est que ça prend des bons et des méchants aussi. Là. Ça a toujours été, mais c'est pire que ça n'a jamais été. Là, il faut à la gang décider c'est qui le bon. Bon, là, le bon, c'est Zelensky depuis 2-3 ans. Il est attaqué. L'autre, lui, ben, c'est le méchant. Puis là, tout ce qu'il fait, ça va être méchant. Ça se peut-tu qu'il y a... je vous dis pas qu'en bout de ligne, la Russie est mieux que l'Ukraine. C'est pas ce que je dis. Certainement pas. Mais ça se peut-tu que entre ce qu'on nous fait à croire et ce qu'on nous dit, ben oui. Ça se peut-tu que c'est un peu plus... Il y a plus... on a plus peut-être à reprocher à l'Ukraine, puis à l'OTAN, puis aux États-Unis. Puis que finalement, c'est pas toute de la faute de la Russie non plus. Là. Il peut-tu y avoir un genre de patente? On peut-tu être modéré un peu dans notre patente? Évidemment, on a plein de problèmes. Les problèmes de l'Union européenne, des problèmes économiques et sociaux, les problèmes d'intégration, d'immigration. Tant qu'à ça, on va tout mettre ça sur la faute de la guerre. Arrêtez. Là. Oui, il y a une portion de... Il y a des intérêts. D'abord, quand il y a eu des guerres dans l'histoire, il y avait toujours des intérêts, Jeff. C'est rare que tu fais une guerre juste par principe. Dans ton livre, tu es rendu à checker guerre, on fait une guerre pour le fun. Mais non, il y a des intérêts des deux bords. C'est sûr que pour avoir lu par intérêt personnel sur la Russie, puis l'ex-URSS, tout ça, écoute, mais écoute, encore là, dans ma tête, il me vient quelque chose. Je ne veux pas comparer, mais je vous dis juste une chose. C'est un pays qui est totalement inégalitaire. Là. C'est sûr que l'argent est concentré à Moscou. Vous le savez, le pétrole fait qu'il y a des milliardaires, tout ça. Puis il y a des gens qui souffrent partout. Mais tu sais, si on peut prendre les États-Unis, on peut prendre le Canada. Est-ce que c'est égal? Est-ce que c'est égalitaire? Ça l'est de moins en moins. Ben non. Puis moi, tu sais, le parrain de mon plus jeune, il vit en Georgie. Puis il dit, Gilles, il y a du monde qui souffre en tabarouette aux États-Unis. On parle beaucoup des réussites. C'est normal pour 1000 raisons. C'est-à-dire qu'on ne veut pas non plus se vautrer d'un problème. On sait qu'il y en a des problèmes. On sait qu'il n'y aura pas un coup de baguette qui va régler les problèmes. L'intégration de l'immigration aux États-Unis, c'est le même problème. C'est pareil en Europe. C'est pareil chez nous de plus en plus. On riait de ça. Ah, les Européens, on sait bien. Puis les Arabes, c'était difficile, puis après, il y a plein... Mais puis la banlieue de Paris, c'est des bombes. Mais écoute, transpose ça à Vancouver, à petite échelle, à Toronto, puis à nous autres à Montréal. C'est quoi qui se passe tranquillement, là? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une immigration difficile? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une violence qui s'installe? Je vous dis pas qu'il faut tout comparer sur la planète, juste qu'on a nos problèmes à notre échelle, puis on est mal placé pour dire voici ce qu'il devrait faire, puis nous autres, on va vous montrer comment ça marche. C'est un peu, là. Je trouve qu'on est d'une drôle de période. Sur l'événement là, de ce soir à 6 heures, là, où tu auras le monde entier qui va regarder cette entrevue-là parce qu'on a dépeint Poutine comme le responsable de tout. Moi, je suis toujours plus modéré dans ma vision que... J'aime pas
il y a un bon, il y a un méchant. Moi, Et Jeff, aussi, tu peux-tu attendre tu sais, dans le fond, l'entendre? Quand tu vas l'avoir entendu, tu vas faire une tête, d'après moi? Exact. Avant, on va l'écouter, puis après ça, on verra. Ouais. Ça se peut qu'on dise « Ah, ouais, tabarouette, je ne savais pas ces affaires-là. » Ou encore, on va dire que c'était une game de marketing à 100%. Bon, c'est sûr qu'on ne sait pas, mais on va attendre de l'écouter. Mais ce que je veux dire, c'est que quand, mettons, Trudeau rencontre... Comment s'appelle la madame à Radio-Canada là, qui l'aime beaucoup là, à CBC? Quand il rencontre cette madame-là, si, mettons, on pense que c'est ça, on pense que Tucker Carlson, c'est un gars qui est comme sympathisant de la Russie et de Poutine, puis il est vu là-bas comme étant une méga star, puis qu'il va avoir une entrevue complaisante. OK, ça se peut que ça donne ça. Mais quand Justin Trudeau va à CBC, quand Justin Trudeau va à Radio-Canada, quand Justin Trudeau va à un éditorial à la presse, d'un bureau de la presse... Regardez une entrevue de Rosemary Barton avec Justin Trudeau. Vous allez comprendre. Bon, voilà. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? C'est parce que... Il y a du monde à la blague qui disent qu'ils ont déjà eu une relation ensemble. Là. Oui, c'est ça. Il y avait un il y a des mauvaises langues qui disent ça. Là. Oui, mais dans le fond, c'est quoi la patente? C'est que, vu que Trudeau, on l'a identifié comme bon, puis que c'est un bon média crédible qui est CBC, tout est parfait. Ben non, c'est la même affaire. Là. Je veux dire, si tu reproches à un d'aller faire la job de popette pour Poutine, ben la madame que tu viens de me parler de CBC ou les autres, des popettes de Justin Trudeau. C'est quoi j'ai de la misère à identifier la différence entre tout ça. Je sais pas. T'as étudié là-dedans, t'en as côtoyé. Mais moi, je pense qu'il y a une pointe de jalousie aussi. Parce que c'est quel politicien que son nom, personne ne le connaissait. C'est un pays qui est en faillite. Le gars arrive, il part de rien, puis en dedans d'à peu près 2 ans, le gars se fait élire président, le Milley, le gars a change ça. C'est qui est allé le rencontrer? C'est qui est allé y parler? Tucker Carlson? Tucker Carlson. C'est qui est allé y parler? Il fait une entrevue avec. Il dit, t'as un peu, là. Toi, tu pars de rien. En dedans de 2 ans, tu es élu président de ton pays. Le gars, il est spectaculaire, puis il a une chaîne ça dans les mains. Carlson, il va le voir. Faut connaître ce gars-là. Mais c'est ça l'histoire. C'est que Tucker Carlson, c'est un gars qui est, on va dire, c'est un gars qui veut savoir. Il est téméraire aussi. Il n'a pas peur. Mais il est téméraire. Mais... Fait que c'est ça, sa force aussi. Écoute, il est peut-être un peu travaillant aussi. Mais c'est ça. Dans le domaine des médias, du monde pas travaillant, il y en a beaucoup. Là. La question de base, c'est est-ce qu'on aime mieux jamais entendre ces gens-là ou les entendre dans des conditions qui font peut-être pas notre affaire? Hey, une question de... Voilà. Moi, ça se peut que j'aime pas ça. Ben écoute, si tu me demandes à moi, ça, c'est encore une fois une perception personnelle selon ce que je sais, selon ce que je pense savoir. Il faut toujours admettre qu'on ne sait pas tout. Là. Puis on peut penser qu'on sait, puis on sait mal. Là. C'est pas de la philosophie à Saint-Saëns, mais moi, c'est sûr que Poutine, je ne suis pas un admirateur. Cassez-vous pas la tête, il y a beaucoup, beaucoup de sang sur les mains. Mais je vous dis juste, avant de penser que tous les problèmes de la planète viennent de la Russie, puis qu'avant ça, avant Poutine, tout allait bien, puis tout ça, puis après, tout va aller bien, un peu. Là. C'est sûr que lui, comme d'autres, puis peut-être, on va apprendre qu'il va y avoir des dirigeants ukrainiens aussi qui vont être devant la cour pénale internationale. Des crimes de guerre, il y en a eu. Là. Il y en a eu. C'est sûr qu'il y en a eu probablement des deux côtés, puis ça va être la même chose pour la Palestine. Là. Il va y avoir des crimes de guerre des deux côtés. C'est sûr que ça va arriver. Mais en même temps, vois-tu, ça, c'est une chose, c'est le côté juridique, puis on comprend, platement parlant, que j'ai l'impression que Puis là, j'ai inclus tout le monde dans les guerres. Il n'y a plus grand monde qui reste... Tu sais, les règles... Il y avait comme des règles, Jeff, non écrites de... On ne touche pas aux femmes, on ne touche pas aux enfants, aux civils. Ça existe. C'est des règles qui existent pour vrai, là, à la Cour. C'est moins respecté qu'avant. Puis c'est dans bien des pays, là. Là, les deux guerres, les deux majeures prennent l'espace. Tu es d'accord qu'en Amérique du Sud, Jeff, ça brasse en tabarouette, puis souvent, ça se règle assez vite. Il n'y a pas beaucoup. Il y a bien des pays, dont le Mexique, certains coins du Mexique, où ça se règle à coup de claque à gueule, pour ne pas dire autre chose. Tu sais un peu comment ça marche. Même chose en Afrique. Ce que je veux dire, c'est que... En Afrique du Sud, le futur premier ministre qui risque d'être élu à la prochaine élection, il veut un génocide des Blancs en Afrique du Sud. Donc, ça brasse pas pire. Là. Mais il l'a dit dans un speech. Ouais. Il l'a dit dans un speech. Mais je t'entends sur Poutine, parce qu'on ne sait pas tout, là, moi, regarde. Et bien d'autres, c'est ça, je veux dire. Moi, Poutine, c'est parce que je parlais de lui, parce que là, on parle de lui. Oui, c'est ça, mais
Une des choses, pour avoir parlé à beaucoup de monde qui ont soit été longtemps en Russie ou qui sont encore en Russie, on l'a fait dernièrement, bravo Mr. White de trouver du monde. Une des choses qui me... Il y en a qui vont dire, quand je vais expliquer ça, ils vont dire, ben c'est sûr, ils n'ont pas le choix. Si tu es dans l'opposition, tu vas être enlevé. Je ne parle pas de ça. Si c'est juste en Russie que ça se passe, je pense que je peux te dire que ça se passe à bien des places. Mais le point que j'ai... Puis, oublions là, toutes les histoires d'envahir. Moi, ces affaires-là, il y a trop d'affaires que je ne sais pas pour prendre position. Là. Moi, j'aime pas les guerres. OK? En partant, j'aime pas les guerres. Donc, ça règle une grosse partie du problème. Sauf que, dans ce que je retiens de Poutine avec des différentes entrevues que j'ai faites avec des Québécois, des pirates qui restent en Russie, le point que je remarque qui me... Parce que ça n'existe pas beaucoup chez nous. En Amérique non plus, on est très divisés. On n'aime pas nos dirigeants. On n'est pas fiers de nos dirigeants. On est toujours un peu en sacrement. Regarde la perception en ce moment sur Biden, regarde la perception sur Trudeau, regarde la perception en ce moment au Québec sur Legault. Mais malgré toutes les histoires qu'on entend, les Russes aiment Poutine. Moi, c'est la seule affaire qui me... Oui, je suis d'accord avec toi. Là, tu as parlé à du monde. Puis c'est vrai que moi, si j'étais en Russie, là, on sera peut-être pas d'accord, mais moi, si j'étais en Russie, je ne sortirais pas une pancarte « J'haïs Poutine » parce que d'après moi, je ne ferais pas 5 minutes. Là. La réalité, c'est ça aussi. Là. Non, mais sans dire que tu haïs Poutine, tu n'es pas obligé de dire que tu l'aimes. Non. Mais... Quelqu'un qui vit là-bas, il est avec le monde, tu files le monde, tu sais... Poutine leur a amené une certaine fierté. Les Russes ont une longue histoire. Les Russes, c'est un peuple qui est fier, c'est un peuple qui culturellement a une grande culture. C'est un peuple qui a des valeurs qui sont très différentes des autres, qui sont beaucoup plus traditionnelles, la famille, les ci, les ça. Il leur a donné, tu sais, après écoute, ils ont été pauvres, là. Ça a tombé, ça a parti de loin. Il leur a redonné une fierté, en plus d'améliorer les conditions économiques de la place, là, malgré que l'inégalité, la place était très, très pauvre auparavant. Maintenant, tu vas dans les magasins, il y a de la bouffe partout, il y a des restaurants partout, il y a des... Tu sais, j'en parlais même récemment avec Simon Laberge, qui était là 2 semaines, racontait un peu, je me disais, tabarouette, ça roule. Malgré toutes les contraintes économiques qu'on leur a imposées, ça roule tempête. Donc, tu sais, je me dis, ça dérange un peu de monde aussi, ça, que le monde l'aime? T'sais, le monde, je sais qu'il y a du monde dans la gang qui sont contre la guerre, puis qui aimerait ça, puis qui a l'opposition. Puis il y en a un là, qui est plus vocal sur Poutine. Il n'est pas encore en prison, hein, de ce que je peux voir. Lui, il est plus vocal parce qu'il est anti-guerre, etc. Mais en général, les gens l'aiment. Moi, c'est la patente. À chaque fois que j'ai parlé à quelqu'un, les gens disent « Mais non ». Puis là, je leur demandais, écoute, c'est sûr, ils n'ont pas le choix de l'aimer. S'ils ne l'aiment pas, ils sont quasiment en prison. Non, c'est pas ça, là. Dis, moi, je travaille avec le monde, j'ai des amis. Les gens l'aiment pour vrai. OK. Mais nous, c'est une émotion qu'on n'a pas avec nos dirigeants. Ça, c'est spécial. Dernière élection, Poutine était élu. Il y avait 3 personnes qui se présentaient. Je parle des 3 gros noms, là. Poutine était élu à 76 %. Après ça, il y a le gars du Parti communiste. Il y a eu 12 %. Puis il y a un gars ultra-nationaliste qui a eu 6 %. C'est pas le même. J'ai arrondi, là, j'ai enlevé virgule. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que Poutine a gagné contre un communiste puis un ultra-nationaliste. Mais par contre, il est d'un pays où Poutine peut décider, parce qu'il y a une mainmise sur le Parlement, il peut décider de rester là 30 ans aussi. Là. Oui. Comme les Chinois, en fait. Les Chinois ont changé la règle pour... Tu as vu comment ça votait? Il y avait 5000 personnes dans la grande salle, puis il y en a eu 4999 qui ont voté pour le président chinois. Je dirais qu'au Canada, en ce moment, il y a 2 partis qui s'arrangent que le pouvoir toffe beaucoup plus longtemps qu'il devrait toffer. L'Alliance, moi, ça me dérange énormément, l'Alliance NPD-Parti libéral. Oui, complètement. C'est très bizarre. Hey, on fait une deuxième partie avec Gilles Parent après sur Radio Pirate. Radio Pirate. RadioPirate.com. RadioPirate.com. L'autre affaire, Gilles, que je veux on s'en vient local. Parce que t'es à Québec. Il est arrivé quelque chose de spécial cette semaine à Québec. OK? C'est un peu style COVID, là.
Il y a des décideurs. À partir de loin, il semblerait que c'est l'administration Labaume qui a voté des nouvelles règles. Puis là, la qualité de l'air est bonne, les chiffres sont là, la qualité de l'air est bonne. Et là, comme ça, un peu comme est arrivé avec la COVID, un genre de règle qui passe, puis là, il y a un communiqué qui sort, puis qui dit OK, à partir de demain midi, il n'y a plus de foyer d'ambiance et il n'y a plus de poêle à combustion là dans toute la ville de Québec. Là, on regarde les stats, il n'y a pas de smog. Il n'y a pas de qualité de l'air qui est moyenne. La qualité est toute bonne partout, peu importe les sources qu'on regarde. Tu es en ville. Oui. Là, en plus, il y a le maire de la ville. J'ai un foyer en plus. J'ai un foyer au bois. J'ai un foyer au bois. T'as peu, là. Non, t'as peu, là. Je suis un vrai rebelle. Toi, t'es rebelle en tabarouette. Non, mais c'est parce que je te pose la question parce que tu es en ville, puis il semblerait qu'il y a certains secteurs de la ville qui sont plus touchés que d'autres par la qualité de l'air puis la quantité de particules qu'il y a dans l'air. Est-ce que toi, tu sens que la qualité dans un endroit plus densifié que, mettons, je sais pas moi, à Loretteville, tu sens-tu quelque chose? Bien, honnêtement, non. Là. D'abord, je ne suis pas qualifié pour ça, premièrement. Mais comme citoyen, j'ai eu la même. Ça n'a rien à voir avec. Je peux pas faire. Finalement, moi, je suis un cas particulier, Jeff, si tu me permets. J'ai tellement été radin sur le bois que je vais manquer de bois. Fait que si je fais pas de feu, c'est pas parce que je veux sauver la ville, c'est parce que je veux. Parce que t'as pas acheté assez de cordes de bois. Mais dans les faits, moi, sais-tu, comme citoyen, parce que quand j'ai acheté la maison, c'était en 2017, on a rénové pas mal. Il y avait un foyer, puis moi, j'ai eu un foyer dans ma maison précédente et dans l'autre aussi. Puis j'aime ça. Je suis pas un gars qui s'en sert pour chauffer, mais j'aime ça. J'aime le plaisir. Puis tu sais, je passe peut-être une corde ou deux dans l'année. Fait que, on comprend que c'est pas la fin du monde. Mais j'ai jamais eu cette préoccupation-là de. Je dis pas que je me sac de ça, mais j'ai jamais pensé que c'était un grave problème. Sauf que quand je suis arrivé, mon contracteur m'a dit il y a des nouvelles règles. Ça, je trouve ça intelligent. Dans le fond, des règles pour éviter d'exposer des particules dans l'air. Tout ça. Fait que les foyers que moi j'ai étaient aux normes les plus récentes. C'est-à-dire qu'on a changé l'art du foyer, on a changé la façon de tirer, puis les filtres. Finalement, ça n'a rien à voir avec les foyers qu'il y avait dans les années 30-40. C'est bien normal. Donc, il y a toutes ces améliorations-là. Sachant que il y a pas. Moi, j'ai jamais. Écoute, je me promène, tu sais, je marche beaucoup, plus le matin, mais quand il fait très froid, les gens chauffent. Des fois, ils partent leur foyer le matin ou leur poêle à combustion, peu importe. Mais j'ai jamais vu de façon démesurée en ville, puis je me promène tout le temps en Haute-Ville. C'est la place qui est supposée être bien dangereuse. Bon, on parle de Limoilou aussi. J'ai jamais vu tant de boucanes, puis tant de maisons, puis ça se sent. Là, quand tu chauffes au bois, tu marches en rue, tu le sens. Ça sent le bois. Moi, je trouve que ça sent bon en plus, la combustion. J'adore ça. Écoute, c'est curieux, là, mais bon. Alors, j'ai jamais pensé de ma vie qu'il y avait un problème. Je sais très bien, par contre, comme citoyen payeur de taxes, que on nous impose des règles. Puis la seule affaire que j'ai entendue, c'est qu'en 2030, on n'aurait plus le droit d'avoir des foyers en ville. C'est ce qui était prévu. Fait que là, je me dis, en 2030, si je suis encore c'est moins de feu. Oui, c'est demain. Là, je sais que c'est pas loin. Fait que là, bon, parfait. Parfait, pas parfait, mais je me dis, c'est un problème si grave que ça. Il me semble qu'on a d'autres problèmes plus importants à Québec. Puis, mais est-ce qu'ils sont capables? Est-ce que tu te poses la question? Est-ce qu'ils sont capables de nous dire, voici, OK? Parce que là, il essaie de. Là, il a vu. Tu sais, des fois, là, les gens dorment, OK? Les gens, ils font des gros dodos. Tu te dis, mais voyons, le monde, ils réagissent pas, ils sont où? Et là, il arrive une affaire un peu anodin. Ouais. Puis là, le monde se réveille. Je vais prendre l'exemple des chiens de la boue, les pitbulls. Les pitbulls. Les chats à cap rouge aussi, on avait parlé pendant 2 semaines. Ça prenait des laisses, ça prenait ci, ça prenait ça. Oui, les pitbulls, c'est le point qui a manqué faire chavirer la mairie en plein été. Ouais. Il a fallu qu'ils prennent Facebook puis qu'ils s'excusent, puis qu'ils reculent. C'est ça qui est en train de tuer il était sur le trône depuis un bout. Son élan, puis, là, oui. Il était shaké, là. Oui. Là, même chose également pour la CAQ. OK, on a qui vont dire les salaires, mais c'est beaucoup l'histoire des Kings. C'est quand même une affaire banale, là. Oui, une affaire banale, une distraction. Cette semaine, la réaction sur... Écoute, que Marchand, c'est sûr qu'il est allé voir quelqu'un avec qui elle est à l'aise, il est allé voir Denis Gravel. OK? Il n'est pas allé voir Dominique Moret, il n'est pas venu nous voir, il est allé voir quelqu'un qui sait qu'il va, il donne des questions avant, puis l'autre les questions, puis... premièrement, Denis Gravel, ça crisse bien des histoires de feu puis de foyer. Il n'a même pas les 2 pieds sur terre. Donc, c'est un gars qui n'est même pas au courant de ça. Mais anyway, il est allé faire sa patente, puis il est allé exposer son affaire. Il nous a fait à croire que quelques foyers d'ambiance, c'est aussi pire que
l'incinérateur sur le bord du fleuve, donc dans l'est de la ville. Ça, regarde, personne ne peut croire ça. Mais tu vois qu'habituellement, il ne va pas dans les médias. Il ne va pas corriger une patente parce qu'habituellement, il va aller parler à Paul Arcand. Il s'en va à Montréal. Il fait comme la bombe. Il ne veut plus être dans les médias locaux parce qu'il se fait brasser un peu. Donc, tu vois qu'il y a une certaine panique qui s'est installée. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, c'est une décision qu'on pense un peu comme secondaire qui réveille le monde. Le monde n'ont plein le casse. Personne croit la patente. Puis les gens, ce qu'ils veulent, de ce que je comprends, ce qu'on demande à ce monde-là, c'est donnez-nous la différence. Qu'est-ce que ça va faire? Parce que lui, il nous parle de l'Antarctique. Si on garde les foyers et les poêles à combustion là, qu'est-ce que ça va nous donner dans 25 ans? Et si on les enlève, qu'est-ce qui va arriver dans 25 ans? Tu sais comme moi, qui sont incapables de répondre. Ben non. Mais, Jeff, c'est bon, parce que quand tu parles des Kings, tout ça, des dossiers qui sont, en théorie, des pécadilles, des éléments qui ne sont pas si importants que ça. Ce que ça dit au monde, c'est, encore une fois, on vient nous enfantianiser la vie avec des détails, des choses qui ne changeront rien, toujours sous le grand rideau ou le grand spectre de sauver la planète. Je suis bien d'accord avec ça. Mais je répète, back to basic, Jeff, tu sais comment je suis fatigué avec ça? On part de 1960, où nos parents allaient à la pêche, puis ils crissaient le canette de bière dans l'eau, puis ils mettaient toutes les vidanges en arrière du chalet, puis éventuellement... On s'est amélioré sur l'environnement, grand Dieu, merci. Avec le temps, on est rendu avec les poubelles de récupération, on est rendu avec la biométhanisation, name it. On avance graduellement. Là, on veut aller plus vite en disant, mais est-ce que, OK, l'autre affaire, c'est est-ce qu'il y a tant de foyers, puis est-ce que les gens les utilisent tant que ça à l'année pour qu'on puisse dire, ben là, il n'y aura plus du tout. Parce que la réalité, c'est ça. On va vous couper ça au complet. Moi, l'été, je fais pas de feu. Je fais pas de feu de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Moi, je fais des feux à l'année. Moi, je fais des feux dehors. Dehors, bon, c'est ça. Mais la boucane, elle est dehors pareil. Là. Moi, je brûle du bois, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as l'impression que t'es l'ennemi juré de la planète. T'en fais ça à tous les jours? Oui, bien là, c'est un peu ce qui nous... Le message chez lui, je comprends. Le message chez lui, mais concrètement... Qu'est-ce que ça fait? Et si on arrête, le règlement est suivi à la lettre, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on peut comparer ça à des choses qui sont comparables? Et en même temps, est-ce qu'on veut ça? Mais est-ce qu'on va nous comparer ça à une vanne? Est-ce qu'on nous compare ça à un avion? Est-ce qu'on nous... Tu sais, parce que c'est tout le temps... On sait c'est quoi les grands pollueurs? Les grandes industries le long des Grands Lacs. Là, je ne sais pas si c'est déjà passé là. Là, il y en a en Christie de la boucane. Mais est-ce qu'on a... Tu sais, tu comprends? Aux États-Unis, ça a été les mêmes questionnements quand Trump était là. Vous vous rappelez? Il a dit, je vais ramener les usines, les mines de charbon parce qu'il faut que le monde travaille. Puis tout. Fait que le monde était scandalisé. Mais en même temps, il disait, entre laisser le monde crever qui ne travaille pas ou les amener là-dedans, j'aime autant qu'ils travaillent. Fait que, c'est tout le temps des discussions qui, d'une certaine façon, nous interpellent comme citoyens de la Terre, mais citoyens de la ville, puis travailleurs. Fait que, tu sais, c'est des questions. Fait que là, quand on revient au foyer, ça m'affaire. Moi, ça fait partie des plaisirs de ma vie. Mais c'est ça qu'il faut leur demander, pareil. Ce que je te dis, c'est que c'est ce qu'il faut leur demander. Si tu me dis, ou quelqu'un d'autre me dit, l'effort qu'on fait, le plaisir qu'on perd, la sécurité qu'on perd, c'est une sécurité en passant. Dans un climat nordique comme le nôtre, c'est une sécurité. Au-delà du plaisir. Il y a des gens qui chauffent pour plan vrai. B, t'as raison. Hydro-Québec est de moins en moins safe en passant. Là, donc, puis Jeff, c'est quasiment ça, nécessaire. Puis mettre les 4 ronds rouges puis le fourneau allumé, j'aime autant un foyer qui est légal, qui est bien. Voilà. À choisir, là. Si tu me dis on enlève tous les foyers au Québec, puis on enlève toutes les poêles à gaz pour les cuisinières, puis on enlève telle affaire. On enlève tout ça. Mais finalement, en enlevant tout ça, c'est comme si on enlevait une journée d'un bateau qui transporte 3000 conteneurs de l'Inde à aller jusqu'au Panama. Là, je vais dire, là, Chris, non. Là. Donnez-moi des raisons concrètes. Pourquoi on fait ça? Puis si vraiment, vous me dites, hey, là, si on fait tout ça, là, nous autres, là, on va avoir on aura moins de pluie en hiver. On a des affaires concrètes, là. Et ils ne seront pas capables. C'est ça, la patente. C'est un peu ce qu'on voit de toutes les décisions qui sont prises dans le cadre de cette histoire de mouvance climatique-là. Ce n'est que des symboles qui n'ont aucun impact sur les vraies histoires. La Terre, le climat change. Le climat va changer probablement, peu importe ce qu'on fait.
Est-ce qu'on est capable de contrôler ça vraiment? Moi, je pense pas. Est-ce qu'on est si responsable de ça? En partie, probablement que oui. Mais on est 8 milliards de monde qui vivent. On ne peut pas faire autrement qu'avoir un impact quelque part. On ne peut pas nous demander de rester dans les maisons, puis rien faire, puis rien bouger, puis rien manger. Tu sais, parce que là, c'est le foyer d'ambiance. Pour certains, c'est le moyen de se chauffer. Oui. Mais tantôt, ça sera les vaches, le bœuf, le porc. Ah ben, t'as peu, Jeff, on peut aller bien plus loin que ça. Excuse-moi d'être négatif, d'embarquer dans le bandwagon, mais à la rigueur, s'ils sont rendus à checker puis à imposer des règles qui vont nous restreindre dans notre façon... Parce que, excuse-moi, là, quitte à ce que je passe pour un épais, quand j'ai déménagé en Haute-Ville, je me disais, moi, je veux 2-3 ans. Je ne suis pas exigeant, là. Je paye des factures en masse, là, puis on rénove, puis on va faire une job qui a de l'allure. Je voulais un foyer qui était aux normes pour pouvoir l'utiliser, puis je voulais l'acclimatiser. Le reste, là, je garde la peinture, les planchers, puis tout ça, je n'étais pas là, tu comprends? Fait que ça, après ça, ce qu'on ne nous dira pas aussi, parce que là, l'effort est bon, mais on a encore des problèmes, puis on n'atteindra pas la cible. Donc, à partir de 2028, tous les gens qui vivent en ville, c'est une voiture par maison. La deuxième, il faut la vendre. Non, ça va arriver. Ils ne diront pas ça de même, là. Non, ils vont tripoter une patente. Ils vont taponner une bebelle. Ils vont taponner une affaire. Oui, ils vont taponner une patente. C'est ça ma crainte, qu'on nous enlève ça, puis en même temps, on va se dire, on travaille comme des caves, on est obligé de travailler plus pour 1000 raisons, puis nos plaisirs, c'est, mettons, aller en camping faire des feux, aller au chalet faire un feu, tu sais. Voyons, Seigneur. C'est quoi l'impact réel? Puis est-ce qu'on peut pas mesurer un peu comme, écoute, je vais faire un lien, les diététistes qui disent, écoutez, si on demande aux gens, là, selon les... Écoute, c'est encore pire parce que quand on parle de ça, ça c'est règle. Ça c'est vrai, là, Jeff. Ça c'est des stats, c'est scientifique. Si tu manges juste de la scrap, tu vas vivre 10 ans de moins. Ça, c'est même pas faire peur au monde, c'est des réalités. Par contre, ils vont dire, si tu fais un régime strict, à un moment donné, tu vas tout reprendre ton poids. On le sait. Mais moi, je compare ça à ça. Je veux dire, quand je parle à Isabelle Huot, elle dit, il faut toujours que tu laisses un espace pour la soupape. Il faut toujours que tu te fasses plaisir un peu parce que tu ne pourras pas tenir. Tu comprends? Fait que quand on dit aux gens, c'est pas bon ça, pas bon de gras, pas bon de ci, pas bon... Puis Dieu sait que dans la nourriture, on a fait des changements qui, je pense, pour l'ensemble de la population, sont des bonnes nouvelles, qui contribuent sûrement à ce qu'on vive jusqu'à 80-85 et souvent en pleine forme des années à la soixantaine et à la soixante-dizaine. On est d'accord avec ça? Fait que tout ça est vrai. Mais tu remarqueras qu'il y a beaucoup de restrictions depuis, mettons, 30-40 ans, ou des changements. Pas rien que des restrictions. On a imposé des changements à toutes les compagnies, puis le fameux gras saturé, gras trans, bon, tout ça. Alors, tu sais, on a amélioré l'affaire. Par contre, n'importe qui avec qui tu vas travailler, si tu veux avoir une meilleure santé, va te laisser des plaisirs. Est-ce que moi, dans ma vie à moi, faire un feu 2-3 fois par mois... Mais moi, je sens qu'il approche ça. Ah, ça m'énerve, moi. Ça m'énerve parce que une paille, c'est pas un plaisir. Ça nous écœure de prendre une paille en carton, ça nous écœure, ça change le goût de ce qu'on boit. Moi, je prends plus de Et on le sait qu'il n'y a pas d'impact. On sait que c'est n'importe quoi. Un paquet d'affaires, en fait. On sait que c'est un peu... Mais à un moment donné, ce que j'ai senti cette semaine avec l'histoire du feu, et de voir l'unanimité dans laquelle... Écoute, même Karine Gagnon sent que c'est pas fort. Le feu n'a pas marché. Ça n'a pas marché, l'affaire du feu. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que je sens que, justement, ce que tu viens de parler là, la partie plaisir, à un moment donné, là, ils se sentent invincibles. Au nom de la grinitude, ils sentent qu'ils peuvent jouer à la police, puis dire n'importe quoi, puis ils sont appuyés par tous les gens là, qui sont subventionnés, puis là, les journalistes sont avec eux autres, puis là, ils se sentent comme... Ils deviennent invincibles, un peu comme la CAQ l'était. Ils sont sur le bord de piler quelque chose et que tous les gains qu'ils ont faits dans les dernières années pour essayer d'améliorer la patente, tout va exploser. Tu l'as, non, c'est ça, tu l'as, Jeff, la raison. C'est que les gens disent, oh, minute, là, c'est quoi, on ne peut plus rien faire. On le voit, c'est pour ça que ça réagit de même. Parce qu'on dit, Christy, les feux, arrêtez. On le voit. En ce moment, il faut s'inscrire à la Ville de Québec, là. Ton appareil de chauffage au bois, il faut que tu l'inscrives à la Ville de Québec. Là. Il y a un formulaire sur le site de la Ville de Québec obligatoire. Il faut aller inscrire notre bébelle. La Ville, elle estime qu'il y en a 25 000 dans la Ville. Il n'y a plus que ça. Là. Les autres, ils estiment ça. Ils ne savent pas trop. Ils savent pas trop. L'affaire, c'est qu'en ce moment, il y a 1522 personnes qui ont inscrit. Le monde s'en calisse. Là. Oui. Le monde ne va pas l'inscrire, le patente. C'est comme l'affaire des chats à 11$. Là. Moi, penses-tu que je vais inscrire mes chats à 11$? Là? Ben non.
J'inscrirai pas mes chats, moi, là. Hey, t'es obligé, Jerry, d'inscrire mes chats. Je le dis publiquement, j'inscrirai pas mes chats. Fuck you. C'est aussi simple que ça, là. À un moment donné, il y a un FU qui sort. Mais le FU, il vient de sortir pour les poils. Le FU, il est sorti, là. Les poils. Viens cogner chez nous, bouffon. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ils peuvent rien faire, là. Le fonctionnaire va venir cogner chez nous. Mais non, le fonctionnaire, il n'ira pas cogner chez nous. Ils ont peur de... Ils chient en culotte, là. C'est-à-dire, t'arrives dans une maison, il y a un gars de 6 et 5 qui répond à la porte. Wow, le gars de 6 et 5 qui répond à la porte. Ils ont envoyé du monde chez nous pour vérifier si on était dans la maison quand on est revenu de voyage. Ils ont envoyé du monde dans des places pour s'assurer qu'il y avait juste 4 personnes dans la maison et que c'était tout du monde qui vivait dans la même adresse. Attends un peu. Ouais, mais tu ne mettras pas des menottes à quelqu'un, Jeff, pour un poêle au bois. Non, ça c'est sûr que non. OK. Jamais on n'aurait pensé qu'il y aurait sacré quelqu'un tête première à terre parce qu'il n'y avait pas de masque. On n'aurait jamais pensé ça en 2019. Mais je vais vous dire, non, ils s'en vont vers... C'est un terrain glissant, leur affaire. Moi, la bonne nouvelle pour les gens qui veulent que... Il n'y a personne. On comprend que depuis que la Terre existe, on comprend qu'on a des choses qu'on doit améliorer tout le temps. OK? Moi, j'ai confiance en l'humain. L'humain, il n'est pas cave. Est-ce que des fois, il faut donner des lignes directrices pour des... Oh oui, de temps en temps, il faut que certaines compagnies soient guidées parce qu'on vient de découvrir des affaires. Parfait, pas de problème avec ça, moi. Tu sais, moi, le push-push, je me dis qu'il est cancérigène pour les gens qui l'utilisent à tous les jours. Ben, sacrément, faites quoi pour protéger le monde? Je comprends ça, là. Mais je veux dire, à un moment donné, il vient un point où tu te sens tellement puissant qu'à partir de maintenant, à chaque jour, il faut que tu inventes quelque chose. Bon, là, la vitesse des voitures, il faut que ça soit 30 km dans toutes les villes partout au Québec parce que c'est dangereux pour les piétons. 30 km. 30 km. Je veux dire, on ne peut pas fonctionner à 30 km. Je veux dire, on a 8 heures d'une journée pour faire nos affaires. Les enfants, les patents. Non, on ne peut pas fonctionner à 30 km partout de même. De où ça vient, ça? Bon, ça. Ensuite, le CA dit, la boisson, là, si vous êtes dans un restaurant, prenez-en plus, ça va être 0,08 à 0,05. C'est 2 à 3 patentes de plaisir et de folerie par jour. Mais moi, je sens, avec l'histoire, c'est ça mon point sur le feu, je sens qu'avec l'histoire des foyers, je sens que les gens commencent à en avoir plein le cul. Si tu me permets, Jeff, il faut que tu mettes ça dans le contexte de février 2024. Écoute, j'avais des discussions ce matin, si tu me permets, on pourra parler de Bell aussi, puis des pertes d'emploi, là. Mais je veux juste te dire que tu as un contexte actuellement où c'est plus difficile pour à peu près tout le monde. Ça coûte, tu sais, on a l'air de répéter, mais dans le fond, il ne faut jamais oublier dans quel contexte on est présentement. Mettons qu'on a la mèche plus courte, Jeff, c'est ça que je veux dire. Ça nous fait skier tout le temps, de se faire brimer dans nos petits plaisirs de la vie parce qu'on a l'impression que c'est ce qui, des fois... je donne tout le temps le même exemple niaiseux, mais moi, quand j'étais jeune, puis j'avais une journée poche à l'école, là, je me disais, c'est vrai, mon père, il y a des billets de Nordique, je vais au Nordique à soir. Fait que je voyais ça comme un objectif, puis je me disais, j'avais une belle journée rendue là. Fait à partir du moment où tu as moins. Là, on est dans un contexte où les factures rentrent, t'as peur quasiment quand tu rentres à la job que le boss annonce que finalement, la paye va peut-être pas passer cette semaine ou donnez-moi un petit coup de main. Puis ça peut arriver. Il y a plusieurs personnes qui, présentement, avec qui je jase, qui n'ont pas la même certitude qu'il y a un an qui vont avoir leur job à vie. Et d'autre part, si tu me permets là aussi, Jeff, j'ai eu une discussion que j'ai trouvée intéressante avec des amis récemment sur tu sais, ramenons-nous 6 mois, un an avant, pas plus que ça. Tu allais au restaurant et tu disais, service à la clientèle, on en a parlé beaucoup ici aussi, puis on en parle encore, service à la clientèle difficile, les employeurs, de la misère à trouver du monde. Oh. Là, aujourd'hui, c'est pas ça. Les employeurs n'engagent pas de monde parce qu'ils n'ont pas les moyens d'engager du monde. Donc, on a le sentiment, dans bien des services publics, service à la clientèle, que le service est moins bon, ce qui est fréquemment vrai. Par contre, on voit des choses qu'on ne voyait pas. Le boss est derrière le comptoir. Le boss est dans la cuisine faire à manger. Parce que il n'est pas capable. Ça coûte tellement cher, puis il n'y a pas autant de clients qu'avant. Tu comprends-tu? On est dans une ambiance où... Je veux juste dire ça. On est dans une ambiance où c'est tough. Puis si tu veux savoir ce qui s'en vient dans l'économie, souvent, je me rappelle, c'est l'excellent fils de Mme Delisle, Margaret, qui disait, Vincent Delisle, il me disait... L'anticipation que la bourse fait là, avec ce qui s'en vient, parce que certains prévoient un crash, parce que là, il y a comme des séquences bizarres en bourse, mais l'anticipation, ça se voit dans le public. Si tu remarques, si tu écoutes, si tu regardes, j'en ai quelqu'un qui travaille sur la Rive-Sud ou est prévôt au quart,
les villages autour sont presque tous des gens qui sont pas dépendants, mais qui travaillent chez Prévost-Car. Puis ils ont des contrats. Là. Je parle pas d'une compagnie qui est dans le trouble. Là. C'est des milliards. Ils ont eu comme contrat récemment aux États-Unis, je sais pas combien d'autobus, vous l'avez vu comme moi. Là. Mais autour, lui dit, quand tu vas dans un village, quand tu regardes comment ça se passe, quand tu écoutes le monde parler, la crainte de perdre sa job, ça c'est fondamental, Jeff. Dans l'économie au complet de l'Amérique du Nord, la confiance en l'économie, c'est la variable la plus importante parce que l'économie elle tient sur la consommation. Tu comprends? Exact. Là, c'est plate ce que je dis, mais c'est exactement ça. Présentement, d'un contexte où les gens sont plus sénères un peu, tout ça fait que tu es plus sénère, tu es moins sûr de toi. Fait que quand le gouvernement te fait chier avec des niaiseries de même, je pense que tu montes aux barricades plus vite, à mon avis. C'est ce que je pense parce qu'on est hérité et héritable, puis on a une situation difficile. Puis moi, je reviens sur Bell. Bell, la plus grosse compagnie probablement au Canada en communication, il n'y a aucun doute. Au mois de juin 2023, ça fait pas longtemps, ça fait 7 mois, Jeff, ils ont mis 1500 personnes dehors. Là, ils annoncent aujourd'hui 5000 personnes dehors, c'est 10% des employés. Quand une compagnie comme ça fait ça, elle envoie un signal que... Est-ce qu'elle envoie un signal qu'elle veut faire de la meilleure télé, de la meilleure radio? Non. Elle envoie un signal qu'elle a moins de revenus, puis que pour les investisseurs, il faut qu'elle dégraisse pour retrouver une performance financière importante. Mais au total, ça amène beaucoup de gens à se poser des questions. Wow! Mais Mon moi, ami chez Bell depuis 20 ans vient de perdre sa job. Dans le discours que tu viens de dire sur ce que tu sens, parce que les gens te disent, puis moi, je suis à la même place. Je suis allé une semaine à Québec, mais je veux dire, même si je suis pas à Québec, je parle avec plein de monde. Là, je veux dire, même si aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être dans place pour avoir le pouls. Puis j'ai exactement la même chose. J'entends exactement la même chose. Je me réjouis pas. Personne ne se réjouit de ça parce que des fois, on se dit une petite crise économique peut faire du bien, ça peut ramener certaines valeurs à bonne place, etc. On a abusé dans les dernières années. Il y en a plusieurs qui ont cette philosophie-là. Mais on ne veut jamais voir des gens autour de nous autres perdre le job, même des gens qu'on aime moins. Parce que, ultimement, ces gens-là vont au restaurant, ces gens-là consomment telle affaire, puis tout le monde gagne quand l'argent roule, même que on est toujours mieux. Ce qui me stresse un peu sur le Québec, je pense qu'on est défocusé complètement sur tous nos sujets un peu anodins, justement, là, qu'on parle régulièrement, dont toutes les histoires un peu folles sur la grénitude, puis un paquet d'affaires. Moi, ce qui me fait peur, c'est que le Québec détonne par rapport au reste du Canada d'une certaine manière au niveau des chiffres économiques. Et le Québec et le Canada détonnent énormément avec ce qui se passe aux États-Unis actuellement. Avant, là, 9 fois sur 10, États-Unis, Québec, Canada, on est dans le même chemin parce qu'on est des partenaires. Puis... Oui. Mais là, je dirais qu'on est en train de payer pour le party COVID qu'on s'est fait. Il y a eu une différence. Il y a eu des lockdowns, mais attention, c'est très différent ce qui s'est passé dans certaines places par rapport à d'autres. Nous, on a été à l'extrême. On a imprimé de l'argent comme personne n'en a imprimé et on paye pour ça en ce moment. Puis on a fait aussi des lois ou des règles pendant la COVID qui ont été excessives. Donc, de là, les chiffres, tu sais, qu'on voit. Comment ça que les États-Unis sont en... Tu sais, moi, j'ai des amis qui sont dans le secteur manufacturier aux États-Unis, ils me disent, c'est malade comment c'est reparti en fou. Et on le voit dans les chiffres. L'économie est à 3,1, 3,2 d'augmentation à chaque trimestre. Nous autres, on est à 0 et même -1, -2. Puis là, on se demande pourquoi. Bien là, on est en train de payer pour le party. Tu sais, hier, on a vu une genre de faillite technique de énergie cardio. Énergie cardio. Je voulais t'en parler 2 secondes parce qu'ils sont revenus sur les impositions qui n'ont jamais été remboursées. Impositions de mesures, de plexiglas et autres. Ça nous a coûté les yeux de la tête. Là. Ben oui. Surtout dans un endroit où tu es d'accord au départ. Fait que quand les autres, c'était partout des plexiglas. Ça a coûté très cher. Puis c'est une affaire, une dépense qui était, pour certains, jugée non nécessaire, pour d'autres, imposée de toute façon. Tu n'avais pas le choix, Jeff. Mais au total, tu fais quoi après ça avec ça? Fait que c'est une dépense sèche quand tu regardes qui a coûté très, très cher à plusieurs entreprises. C'est pas la seule raison. Le fait qu'ils ont été fermés, tu sais, moi je me rappelle, on parlait avec Gabi, qui était propriétaire du chalet juste en bas, là, sur Duvalon, pas trop loin. Tu sais, lui, il nous racontait un peu ce qui se passait. Écoute, ils ont vécu l'enfer. Il y en a qui ont réussi à survivre parce qu'il y avait un peu de fonds, puis il y a eu un nouveau partenaire qui est arrivé, etc., etc. D'ailleurs, c'était drôle, le reportage, ça disait, il y a un client qui sort, « Ouais, c'est plate un peu ce qui arrive, les Américains achètent tout. » Ça n'a pas rapport. C'est nous-mêmes qui a démoli une belle entreprise. Puis là, le fait que
plusieurs des franchisés n'ont pas été capables de passer à travers la COVID. Donc, le head office avait plus les revenus de ces franchisés-là. Et là, ben, ils se courent après la queue, puis ça va pas. Donc, ce que je dis, c'est qu'on est un peu en train de payer pour le party qu'on s'est fait. Mais je me demande si ce ne sera pas... d'après moi, ce ne sera pas un party qui va durer juste 24 heures. Ce ne sera pas un réveil qui va durer juste 24 heures. D'après moi, ça va être un lendemain de brosse qui risque d'être assez dur et assez long parce que les fondamentaux ont été touchés solidement. Faut que je te raconte ce que j'ai vécu, puis je trouve que c'est tellement, ça représente tellement un sentiment que plusieurs doivent avoir présentement. Hier, je marche avec la belle Molly, ma petite chienne, on se promène sur la rue Cartier à Québec, et j'arrive devant, c'est très drôle parce que l'avantage... Un magasin est fermé, là, sur Cartier? Non, c'est pas ça, tu vas voir, tu vas voir. Ce qui est le fun sur Cartier, puis écoute, c'est pas vrai. Je l'avais dit d'avance qu'il avait fermé. Non, mais c'est... Le magasin? Ah, tu veux dire chez Provision, l'épicerie chez Provision. Non, ça, c'est une autre histoire, que c'est juridique. C'est triste, là, mais en même temps, c'était prévisible. Pour tous ceux qui restent dans le coin, c'était prévisible. Mais c'est pas ça. Juste, ce que je trouve le fun sur le quartier, c'est que tu as toujours autour de toi des gens. Il y a beaucoup de monde qui marche sur le quartier. Donc, c'est une rue qui est active, ce qui fait que tu entends le monde. Ça, c'est extraordinaire. Hier, je marche, puis je note que la SAQ de quartier, c'est marqué en gros patchage rouge, négo, on est en négo. Moi, ma première réaction, je me semble qu'ils viennent de sortir d'une grève, ça fait pas longtemps. Je me rappelle, il y avait Calinette faisait toutes les... C'était un très beau contrat pour M. Pichette. Il enlevait les stickers partout, puis ça fait pas 1000 ans de ça. Mais j'ai trouvé ça... Là, il y a un couple... Je dis un certain âge. C'est quoi un certain âge? J'ai des gens de mon âge. Je vais demain 60-65 ans, le monsieur puis la madame. Le monsieur, sa réaction, quand il voit négo, il dit « Tabarnak! » Écoute bien, c'est tellement drôle ce qu'il dit. Écoute bien, tabarnak, mais attends, il dit... Puis là, moi, je pars à rire parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il dise ça devant sa femme, mais il dit, là, on vient de donner 30-34 aux employés de la santé et de l'éducation, peu importe les montants. Il n'en reste plus, si ouais. La Sûreté du Québec, 21 ils sont insultés parce que c'est passé sur 3 ans. Ils vont avoir 25-30. Fait que finalement, c'est tout notre argent, cette affaire-là. Puis là, la SAQ, qui est dans le fond, il n'y a aucune concurrence, on sait comment ça fonctionne. Puis les employés vont dire, qu'est-ce qu'ils vont demander, tu penses? 1 1,5 Jeff, dans le contexte, là, 30, c'est du 20 puis c'est du 30. Ils vont demander 25? Ah oui, ils vont demander 4-5 par année. Non, mais tu sais, je vais dire 25 sur 5 ans. Non, je sais, mais ils vont demander 4-5 par année pour 5 ans. 25, 30, oui. Puis ils vont utiliser l'autre gang, ils vont dire, j'ai donné ça à l'autre gang, on va la même chose. J'ai rien contre eux autres, contre les employés. Regarde, le timing est là, ils vont faire quoi? Ils vont faire comme tout le monde, ils vont demander plus que moins. Puis probablement que le gouvernement va dire, peux-tu se passer de ça? Faut que ça rouvre. Pas grave, on va augmenter les bouteilles d'une pièce. Non, mais Jeff, c'est un modus operandi qu'on connaît. Mais la réaction du monsieur, c'était, Chris, on se fait plummer. Mais non, il y a un réveil. Je trouvais que c'était Non, je te le dis qu'il y a un réveil. Il y a un réveil. Pour les gens qui vont être sur Prime avec nous, Gilles va nous parler de ce qui se passe chez Bell, en tout cas, d'après ce qu'on a su chez Bell. Donc, on va parler de ça avec lui sur le Prime dans les prochains instants. On vient. JeffFillion.com. Fresh 100%. 100% pirate. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. 100%. Pirate. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. Quel genre de vin que t'as, Jerry? J'ai un vin blanc. OK, ouais. OK. Donc, du vin blanc, ça fait de Pocket Pids. Oui, ça fait... Du vin blanc, ça fait-tu Pocket Pids? Ça fait tout le temps. Moi, je suis comme toi. Quand je prenais du vin, les histoires de mélange, j'étais pas têteux là-dessus. Les accords mets-vin, c'est sûr qu'il y a des choses qui avantagent d'autres. Ça, c'est sûr. Mais si tu as une belle grosse pizza et tu as une bouteille de vin blanc, tu n'es pas dans le trouble. Ah, il est tout le temps dans la pizza. Ben, c'est la pizza. La pizza, c'est la vie. C'est la vie. Bon, ben, regarde, c'est de ça que je veux te parler avant que tu fasses ton aubergiste. Parce que j'avais dit que j'en en parlais, puis finalement, on a fait plus de temps avec notre ami Gilles. Donc, je t'en parle là. Parce que quand j'ai lu ça hier, j'ai pensé à toi, j'ai dit, crève ça, c'est le genre de patent. Il semblerait, OK, que, la pizza aux États-Unis, il y a 2 pizzas. Il y a la pizza new-yorkaise et il y a la pizza de Chicago, OK, qui est c'est plus une panne pizza, ça? Une panne pizza, exactement. Moi, j'ai déjà mangé ça, J'ai déjà mangé une pizza de Chicago à Chicago. Oui. Puis c'est complètement différent, là. Oh, oui, mais c'est très bon. Il n'y a pas de croûte alentour. Est-ce que tu considères que
la pâte de Jerry Pizza était une pâte qui ressemblait à une pâte Chicago? Oh, ouais. Parce que Chicago est vraiment deep, là. Tu sais, est vraiment. Ouais, c'est vraiment une deep profond. dish, là. C'est ça, c'est vraiment une pizza dans une poêle, quasiment. Ah, C'est- oui, carrément. c'est ça, Oh, oui, carrément. C'est dans le poêle. c'est comme un petit gâteau, quasiment. Là. Ah oui. C'est comme un pizza gâteau, un peu. Là, tu veux dire, c'est vraiment un autre style. Mais là, Ouais. toi, t'as comme t'as un nouveau mouvement dans la pizza ou quoi? Ben, c'est pas un nouveau mouvement, c'est ça l'histoire, parce que c'est une vieille pizza, puis les gens de Détroit, eux autres, ils connaissent cette pizza-là depuis toujours. Puis, bon, ceux qui l'ont créée, ça a fait des petits. Mais là, c'est comme, aux États-Unis, il y a un débat sur, OK, quelle est la pizza en ce moment qui fascine le monde? Ça a l'air que, je vous dis pas là, que ça remplace la pizza new-yorkaise, la pizza Chicago. Je vous dis juste que il y a une nouvelle pizza qui semble prendre le pôle d'une certaine manière, et c'est la pizza de Détroit. Et cette pizza-là a été, écoute, comme je vous dis, si vous allez à Détroit, il y a plusieurs endroits qui servent la pizza de Détroit. Sauf que si vous êtes, mettons, à la place où elle a été créée, au début des années, je vous dirais à peu près au début des années 50, allez voir le site Buddy's Pizza, OK? Buddy's, Buddy, donc Buddy, B-U-D-D-Y, apostrophe S pour Buddy's. Faites Buddy's Pizza. Buddy's Pizza a créé en 1946 une pizza qu'ils appellent la Detroit Style Pizza. OK? Et là, ben, j'imagine qu'il s'est passé de quoi, là? Il y a eu de quoi à Food Network, il y a eu des patentes de main qui est arrivé, mais là, il y a comme un buzz sur la pizza. Et la pizza est faite à l'envers. D'abord, la croûte, d'abord, c'est une pizza carrée. Pizza carrée, c'est ça. Pizza carrée. Ensuite, c'est un... Je dis pas que c'est une croûte qui est plus croustillante, elle n'est pas mince, elle est un peu dans le style Chicago pour la pâte, mais plus croquante, parce que celle de Chicago, tu me le dis si je me trompe, Jerry, mais c'est plus une pâte spongieuse, je ne dis pas, c'est-tu le bon terme? Oui, c'est le bon terme, c'est ça. C'est le bon terme. Tandis que l'autre est un peu, quand tu le regardes au look, tu dis, c'est peut-être une pâte Chicago, mais quand tu croques dedans, elle est croustillante. Tu sais, vous direz pas, tu ne te pèteras pas les dents, là, mais elle n'est pas molle comme une pizza de Chicago. OK? Et le principe, à part la pâte, c'est qu'eux, ils vont mettre la viande. Donc, le pepperoni, ils le mettent en premier. C'est ça. Le but, c'est quoi? C'est que le jus de la viande descende dans la pâte. OK? Mm-hmm. Oui. La deuxième affaire, ce n'est pas un fromage mozzarella. C'est un fromage carrément que les gens du Wisconsin connaissent. C'est un des fromages. C'est un peu comme notre cheddar à nous, le cheddar québécois. C'est-à-dire que c'est un fromage qui a beaucoup de gras et peu d'humidité. Et c'est un genre de cheddar en bloc qu'ils vont mettre dessus. Et à la fin, vous pouvez mettre ce que vous voulez, là. Je vais avec la version la plus simple. Et à la fin, donc on y va, là. La viande est dans le fond, donc le pepperoni dans le fond, le gras du pepperoni pendant la cuisson fond dans la pâte. Le fromage est par-dessus, le fromage du Wisconsin est par-dessus. Et on met la sauce tomate sur le fromage. Puis tu peux mettre des affaires vertes à travers. Là. Tu fais ta pizza, mais carrément, tu as fait dans une... Parce que ta pizza carrée est cuite dans une... La Detroit Pizza est dans une panne. Là. Exact. Donc, c'est un genre de pan pizza. Mais pan pizza, mais à l'envers. À l'envers. Est-ce que ça t'intéresse? Serais-tu curieux soit de l'essayer? Ben oui, je vais l'essayer, certain. C'est sûr, hein? Ben oui, c'est sûr, je vais l'essayer. Hier, je regardais ça, je voyais un reportage. J'ai vu ça à Fox. J'ai vu le reportage à Fox. C'est à Fox qui ont fait un reportage là-dessus. J'ai fait « Oh my God! » Ça avait l'air écœurant. Il semblerait qu'à Détroit, c'était un gros buzz. Les autres, ils disent « Voyons, vous êtes en train de découvrir la pizza Detroit Style. Ouais. » Donc, ça existe depuis la fin des années 40. Après ça, tu as des moules, autrement dit à l'envers. Puis ça te fait ta pizza. Donc, quand tu as des moules, ben, la pizza, la pâte est en dessous. Là. Oui. Elle redevient normale. En cuisant, elle est à l'envers. Mais quand tu manges, elle est à l'endroit, en fait. Sauf que c'est la manière de la faire. C'est ça, exact. Moi, je trouve ça très bien. Écoute, elle a l'air belle. Les images que j'ai vues, je suis allé voir une couple de vidéos à travers. Écoute, la pizza, c'est
c'est festif. Puis là, on lance le week-end. Là. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Puis c'est un des week-ends les plus bouffes qu'il n'y a pas. Nous autres, on y va, on aura des petites pizzas maison qu'on va se faire. On se fait des wings. Puis je fais un rack de ribs également que je vais faire sur le charcoal, non pas sur le barbecue, mais carrément sur le charcoal traditionnel. Donc, c'est un week-end pour s'amuser de la bouffe. C'est ça la beauté du Super Bowl. C'est comme une journée, le fun pour ça. Donc, bon match à tout le monde, puis bon début de week-end. Officiellement lancé avec l'aubergiste qui évoque un vin blanc aujourd'hui. Pas cher en plus. Pas cher, un vin blanc à 16,50. Donc, c'est vraiment pas cher. Tu sais, la semaine passée, on l'a fait un petit. C'est quand même drôle. C'est quand même drôle qu'on est rendu qu'on dit qu'un vin à 16,50, c'est pas cher. 16,50, là, c'est vraiment, vraiment pas cher. En 2024, c'est vraiment pas cher. Là. Les temps ont changé. Là. Les temps ont changé. C'est incroyable. Puis, c'est sûr que c'est une bouteille comme ça, peut-être qu'il y a, je sais pas, il y a 5 ans, peut-être qu'ils vendaient ça 12 piastres. En réalité, là, c'est ça. Là. C'est les prix. Aujourd'hui, la frontière du 20 piastres, on passe cette frontière-là régulièrement à la SAQ. Là. Tu vas acheter un Chianti, un bon Chianti, mais normal. Là. C'est un Chianti normal là, de 21, 22. Là. Il y en a plein. Là. C'est-à-dire, on est là-dedans. Là. Des Chianti, il y en a à 13, 14, 15 piastres. Là. Mais au-dessus de 20, il y en a plein. Donc, on voit vraiment là, que c'est un autre mode. Là. C'est un autre... Tu veux dire... Avec ton 100 piastres d'alcool, quand tu rentres à SAQ, il faut que tu aies une stratégie. Là. Tu sais, vous dites, ben là, je rentre ici, là, mais je veux pas trop dépenser. Ça prend une petite. Je veux m'acheter une petite vodka, je veux m'acheter ça. Ben, si je me prends une vodka de meilleure qualité, ben là, je vais couper un peu dans le vin. Tu sais. Mais c'est ça qu'on fait en réalité, là, parce qu'on peut pas. On peut pas te dire, ben là, je sors de la SAQ, ça m'a coûté 80 piastres de plus que je pensais. On peut pas faire ça. Là. À un moment donné, il faut calculer. Ça te prend un peu de vodka, ça te prend 2 bouteilles de vin, puis après, on ne calcule pas la bière puis les affaires. Ben, l'alcool, en réalité, c'est dispendieux. Ici, c'est très dispendieux. Il y a des places dans le monde où ça ne coûte pas grand-chose. Donc, la semaine passée, on était en Autriche. C'est la première fois que je faisais une chronique, de vin sur un vin autrichien. Pourtant, c'est-à-dire, il se fait du vin là depuis les Celtes. Ça veut dire c'est depuis tout le temps. La fait, c'est que c'est un rouge. La fait, c'est que l'Autriche est reconnue, puis ça, est reconnue pour ses blancs, les vins autrichiens blancs, les Riesling, les grands Riesling, puis tout ça. Sauf que les Autrichiens, ils ont un cépage signature. Moi, je l'appelle comme ça. Le cépage signature. C'est un cépage qui est unique. On peut mettre ce cépage-là, pour les amateurs de blanc, là, vous allez comprendre, on peut le mettre entre le chardonnay puis le sauvignon blanc. Mettons qu'on le rentre entre les deux à peu près. Son nom, c'est là, ici, je parle du cépage. Après ça, je vais vous donner le nom du vin. Le cépage, c'est le Gruner Veltliner. Veltliner. Gruner Veltliner. On peut lui dire son petit nom. Du Gruner. On va l'appeler de même. Donc, c'est un cépage originaire d'Autriche. Son ADN est autrichien, avec un petit passé peut-être italien, parce qu'on sait que l'Italie du Nord touche à l'Autriche, mais là, on s'en va dans des années très, très, très lointaines. Là, on recule des centaines et des centaines d'années. Mais le Gruner, ça, là, tu ne peux pas avoir plus typique autrichien que du Gruner. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, on va dire, mettez maximum 20 ans. J'allais dire 15, mais on va dire 20. Pourtant, du Gruner, il y en a depuis tout le temps. Mais à un moment donné, dans un concours, il y a un Gruner Veltliner, un concours de vin réputé. Très réputé. Là, on parle au début des années 2000. Et il y avait des blancs là, immaculés, là, des grands Bourgognes. Et quand il est arrivé, là, ce fameux concours-là, et le gagnant du meilleur blanc au monde, c'est un Gruner Veltliner, c'est là que ça a changé. Là, le monde du vin, on dit « Wow! » T'as un peu, là. Un cépage, on va le dire, un cépage un peu perdu dans la montagne, en Autriche. Et donc, c'est le meilleur blanc du monde. Mais le Gruner, c'est bon. Ça n'a pas de sens. C'est un trésor national en Autriche.
C'est pas compliqué. C'est leur trésor national. Gruner qui veut dire... si on dit, mettons, Gruner Veltliner, ça veut dire le vert, la couleur verte. Le vert de Veltlin. Veltlin, c'est une région ancienne, très, très ancienne, dans les Alpes, justement. Dans les Alpes, entre l'Italie puis l'Autriche, un peu dans les montagnes. Donc, ce nom-là date de très longtemps. Le vert de Veltlin. Donc, c'est un blanc qui... Ça donne quoi? Ça donne du jus. Du jus sec, aux arômes, justement, le style, OK? Arômes. Citron, noyau de pêche. Tu sais, la pêche, le noyau de pêche, là. Quand vous mettez un noyau de pêche dans la bouche, la sensation là, une petite affaire piquant, nectarine, on est là-dedans. C'est un blanc très minéral avec une acidité mordante. C'est une belle acidité. Puis il y a certains Gruner qui ont un petit côté végétal en plus. Là. C'est ce style-là. Si on le fait, on le boit jeune, le Gruner, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, là, on boit assez jeune, mais il y en a qui le font vieillir encore plus. Ceux qui le font vieillir, ils vont aller chercher un peu de... un petit côté un peu pain grillé, un peu. Là. Mais l'histoire du Gruner Veltliner, il est là. Et là, la twist. C'est le blanc poivré. Je m'explique. C'est... Quand on boit du vin, puis on dit, il y a un côté poivré, tu ne peux pas avoir un vin qui goûte le poivre autant que ce vin-là. Mais c'est un poivre doux, qui est une douceur incroyable. Je vous explique. Si vous êtes un peu en cuisine, les cuisines professionnelles, là, les cuistots, là, qui, vous le savez très bien, il y a différents types de poivre. Je parle, dans le monde entier, le poivre, il vient de partout dans le monde. Vietnam, c'est le plus gros producteur de poivre au monde. Je pense que c'est 50% du poivre vient du Vietnam. Puis le poivre, c'est un arbre, c'est un genre d'arbuste avec des petits fruits, des petites boules. C'est ça le poivre. Et l'affaire, c'est que cette variété-là de poivre, il y a une variété de poivre que nous autres, on connaît. Là. Le fameux poivre noir que tout le monde adore. Moi, j'adore le poivre, tu sais, croche-croche. Le poivre noir, mais pas moulu comme de la poudre. Là. Le poivre noir, qu'on met sur le saumon, puis le super poivre. Mais le poivre noir, c'est un poivre qui a été séché. Mais il y a d'autres séchés, puis comme un peu brûlés un peu. Dans le temps passé, il faisait ça. Il mettait le poivre au soleil pour qu'il brûle, pour qu'il sèche au soleil. Aujourd'hui, c'est séché mécaniquement dans des machines, un peu comme du café, pour assécher le café. Mais le poivre rouge existe. Le poivre rouge, c'est quoi? C'est du poivre qui est très, très mûr. Donc, sur la baie, les baies sont très, très mûres. Le poivre vert, vous vous en doutez, le poivre vert, lui, c'est un poivre qui est très délicat, très végétal. C'est du poivre vert, là. Essayez ça un jour. Du poivre vert sur du poisson blanc. Vous allez capoter, là. Poivre vert, c'était très délicat parce que le poivre, il n'est pas mûr. La boule est verte. Donc, ils font du poivre vert. Le fameux poivre gris, c'est quoi? Le poivre gris, c'est du poivre noir, mais en poudre tellement fine qu'il est gris. Mais le meilleur poivre, c'est le poivre blanc. C'est lui qui est dans le cépage Gruner Veltliner. Jeff, du poivre blanc. Tu veux goûter le poivre blanc? C'est une douceur de poivre extraordinaire. Tu bois le vin, là, les yeux te coulent tellement que c'est bon. Ça n'a pas de bon sens. Mais du poivre blanc, c'est quoi? C'est du poivre où ils ont enlevé l'enveloppe. Donc, la coquille, en fin de compte, du poivre a été enlevée. C'est l'intérieur du poivre qui est broyé. C'est ça qui fait un poivre pour la cuisine professionnelle. La cuisine, le poivre blanc, c'est fantastique. Mais le Gruner Veltliner, il goûte le poivre blanc. Ça goûte le ciel. Ben, le nom que je vous parle, parce que des Gruner, il y en a plein. À SEQ, il doit en avoir d'après moi une quinzaine à peu près. Là. Mais lui, moi que j'adore, parce que j'adore, il est à 16,50. 12,5 % alcool, 2,5 grammes de sucre au litre. Klimt, K-L-I-M-T. L'étiquette est verte, vert pâle. Klimt, un vin autrichien tout à fait fantastique. Et c'est là que vous allez goûter le fameux poivre blanc. Dans le vin, vous allez adorer. Donc, K-L-I-M-T, Klimt, je dis, vous allez triper. Juste dire une chose. Si vous êtes des amateurs de moules,
des moules poulettes. Allez voir la recette de moules poulettes. Tu mets sur Google. Tu vas sur Google, moules poulettes, là, Ricardo, n'importe qui, là, parfait. Là. Mais moules poulettes, tu y mets dans ta préparation un peu de poivre blanc, puis tu sers ça avec un Klimt. M'excuse, là. Le monde te parle, tu les écoutes pas, là. C'est bon. C'est bon, ça va avec le Klimt. Donc, des moules poulettes avec une bouteille comme ça, je te dis, là, t'as pas besoin de TV, là. Puis ton cellulaire, tu t'en calisses, là. Tu manges. C'est bon, ça n'a pas de sens. C'est débile. Goûtez le Gruner Veltliner. Goûtez le poivre blanc qu'il y a là-dedans. Vous allez triper. K-L-I-M-T. On lance officiellement le week-end. C'est fait, les amis. C'est fait. Thank you, Jerry, l'aubergiste. Toujours le fun. Hey, gros show aujourd'hui. Un autre gros demain. Mais à soir, on se prépare le Super Bowl en fin de semaine, mais à soir, on lance le week-end, mais à soir. Je sais que c'est un jeudi. Souvent, on n'a pas la tête à ça, mais jeudi, écoutez à 6 heures. Poutine avec Tucker Carlson. Ah oui. Après moi, c'est un must pour vous autres ce soir. On a Jeff Fillion, Jerry, thank you. Mr. White, thank you. Gilles Parent, thank you. Antoine, thank you aussi. Merci à tout le monde. On se reparle demain pour la dernière de la semaine. See ya! Radio Pirate. Making history again.